avant l'invention de la télévision, le style était, en matière d'éloquence, proche de celui du théâtre. À partir du moment où la télévision, le cinéma avant, mais la télévision surtout, sont devenus prédominants, les spectateurs, les auditeurs veulent retrouver dans celui qui parle ce qui les touche quand ils regardent l'écran. Et par conséquent, vous avez été amené à modifier le style de l'éloquence. On ne parlait pas avant 1914 au Palais de Justice comme on y parlait en 1945. Le cinéma était passé par là, ensuite ce sera la télévision. Il y a une éloquence d'avant, le triomphe de l'image. Il y a une éloquence propre à la radio. Il y a une éloquence aujourd'hui qui est liée au triomphe du numérique. Et ce ne sont pas les mêmes. Et celui qui parlerait, comme on parlait dans les meetings avant 14, comme l'immense Jaurès, on se dirait, mais quel personnage étrange, et pourquoi il agite autant ses petits bras, car Jaurès n'avait pas de grands bras. Seulement, il avait du génie dans l'expression et une force dans la conviction. Toute question, plutôt toute condition qui peuvent être encore réunies de nos jours. Bref, l'éloquence demeure, mais son expression change. Alors la vraie question pour les étudiants, c'est comment arriver à trouver la juste expression. Et c'est là tout l'art de l'éloquence, être en rapport avec la sensibilité de ses contemporains. L'éloquence en matière judiciaire ne devait pas se confondre avec la qualité rhétorique de la plaidoirie. Que les plus belles plaidoiries, en ce qui concernait leur forme, pouvaient tomber aux pieds de leurs auteurs sans avoir aucune efficacité, tout simplement parce que ce qui compte, c'est convaincre. C'est cette relation mystérieuse de confiance et d'influence qui s'établit entre l'avocat et celui qui l'écoute, et particulièrement quand il s'agit de grands procès criminels. Et j'avais très bien mesuré que, s'agissant de procès où se jouait, mais vraiment se jouait la vie de l'homme que vous défendiez, les règles habituelles n'avaient plus leur place, que ce qui était essentiel, c'était d'arriver à faire sentir à celui qui vous écoutait, le juré, les juges, que c'était plus un avocat, mais un homme qui leur parlait, que vous deviez dépouiller tout ce qui pouvait apparaître comme un artifice ou de l'art du discours, parce qu'à ce moment-là, il y avait chez l'autre, celui que vous vouliez atteindre, un phénomène, une réaction de refus, de rejet. Ah, il veut m'emmener là où je ne veux pas aller. Ce n'était pas ça du tout. Il fallait au contraire établir une relation de confiance et leur faire comprendre que ce qui se jouait à cet instant, au-delà même de la vie de celui qui était dans le box, c'était leur responsabilité à eux, que toute leur vie, ils seraient prisonniers de la décision qu'ils allaient rendre, et que s'ils condamnaient cet homme-là qui était tout proche d'eux, à quelques mètres, pas plus, eh bien, car c'était pour moi une certitude, quand l'abolition serait venue, ils resteraient avec cette responsabilité, ce mort, le souvenir de celui qu'ils avaient envoyé à la guillotine, simplement parce que la peine de mort existait encore. Il m'est arrivé dans cette quête désespérée de la confiance des autres, cette recherche de leur confiance, de bafouiller. Oui, de bafouiller, purement et simplement pendant parfois des minutes, parce que je sentais qu'ils n'avaient pas encore compris ce que je voulais leur dire d'homme à femme et homme,
d'être humain à être humain. Donc vous voyez, dans ces affaires ultimes, c'était l'anti-éloquence qui était la véritable éloquence. J'ai préparé le discours. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas me fier à l'improvisation et parce que je savais que ce discours serait ensuite lu. Donc toute la difficulté était d'arriver à écrire un discours qui devait d'abord être prononcé, mais devrait ensuite demeurer. J'ai écrit ce discours en Bretagne, chez mon ami Paul Guimard, sur une terrasse, en regardant les petits voiliers, là, à l'horizon, sur la mer. J'en ai gardé l'original, le manuscrit, non pas par souci de la conservation, mais parce que je voulais qu'il n'y ait aucune équivoque, qu'on sache que c'était moi qui l'avais écrit et non pas mon cabinet. Je me demande souvent dans la vie parlementaire combien de discours sont l'œuvre de leur auteur. Vous dites plus aisément ce que vous avez écrit. C'est encore part de vous-même et on en arrive à la séance elle-même. Ce que vous avez écrit vous revient aisément. Et par conséquent, vous êtes porté par le texte comme dans une improvisation, mais d'une façon plus contrôlée. Ça demande du travail, beaucoup de travail. Et pour le reste, c'est un moment important de ma vie. Pas le dissimuler, j'ai eu un quart de seconde d'émotion, seconde, à l'Assemblée nationale. L'hémicycle était plein, ce qui n'est jamais le cas. Et puis, c'était quand même l'instant, le but était atteint. Ça faisait tant d'années que j'œuvrais, que je luttais pour l'abolition. Et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, parce qu'il est très rare d'avoir beaucoup lutté, de s'être beaucoup battu pour une cause qu'on sait juste, de la voir triompher et de se dire qu'on n'a pas été étranger à cette victoire-là. C'est un grand privilège dans la vie. Et j'ai eu, en effet, un quart de seconde, très peu de temps, un moment d'émotion, puis après vous commencez ensuite. Le discours vous emporte. Oh, vous savez, les messages, il y en a peu qu'on puisse s'imaginer qu'on en est porteur. Les messages, ça me paraît un terme extrême. Non, parce que je suis comme tous ceux qui aiment la parole. La parole, elle est moyen de transmission du savoir, de la connaissance. La parole, elle est aussi une arme dans un débat. Et la parole, de temps en temps, elle est art pour art. On se fait plaisir en parlant. Mais ce n'est pas nécessairement le meilleur discours qu'on fait en se faisant plaisir, croyez-moi. Et puis, après tout, je crois que c'est Rousseau qui disait, il évoquait ces silences et ces soupirs plus éloquents que les plus beaux discours. Ces silences plus éloquents que les plus beaux discours. On ne saurait mieux dire.